menait vers de nulle part. Il faut décider de verdir son propre jardin. Oser affronter l'irréel avec un brin de courage et d'espoir, parce que le ciel ne fait plus tomber des maths. Quel que soit votre niveau de compétence, il va arriver que le syndrome de l'imposteur viendra vous souffler à l'oreille que vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez légitime, etc., etc. Donc, c'est un fait qu'on ne supprimera jamais. Il faut savoir le côtoyer, il faut savoir le gérer pour ne pas que ce fléau-là puisse vous engloutir, parce que il a englouti déjà pas mal de personnes. En fait, il y a forcément quelque chose en arrière qui suscite en fait ce sentiment, et le fait de mal percevoir ce sentiment en fait qu'on a du mal à savoir comment l'affronter, comment le gérer. De la même manière en fait que le syndrome de l'imposteur, pour moi c'est un signal, parce que ça nous ramène en fait à nous poser des questions. Et ces questions et les réponses aux questions qu'on se pose vont nous aider soit à progresser, soit à stagner. Ça veut dire, si on se pose des questions dans le sens où on sait qu'on a certaines compétences, on sait qu'on ne peut pas tout savoir et qu'on est en position d'apprentissage et d'évolution permanente, on se pose des questions pour continuer à évoluer. Mais quand on se pose des questions dans le sens où on se compare de façon négative aux autres, ça fait qu'on a souvent tendance à vouloir redevenir, se faire petit, se donner l'impression en fait qu'on n'a pas la capacité en fait d'être à ce niveau-là. Or, tous les jours, par exemple, on fournit des efforts, on fait ce qu'il faut pour pouvoir quand même évoluer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de vous sentir illégitime dans un espace où pourtant vous avez votre place? Oui, il m'est énormément arrivé de me sentir ainsi à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Même sur mon parcours en tant que libraire, il m'est arrivé énormément à chaque étape de me demander si je suis quand même apte à pouvoir affronter en fait, ou à pouvoir être, je sais pas, me dire en fait que j'ai cette position-là, ou bien je représente, ou bien je suis à ma place. Il m'est déjà arrivé de pouvoir affronter ce genre de truc. Mais je me dis toujours en fait que c'est une question en fait de savoir s'orienter, et surtout de savoir s'entourer. Parce que même au-delà du fait qu'on a tous ces questionnements, on n'a pas souvent la clarté nécessaire de pouvoir avoir les idées claires en fait. Et le fait d'être entouré par des personnes qui voient ce qu'on fait et qui nous accompagnent dans notre parcours, pouvoir avoir le soutien, ou que ces personnes soient à l'écoute de nous et que ces personnes nous rappellent en fait ce qu'on est en train de faire, permet en fait de ne pas complètement crouler, je vais dire, s'effondrer en fait sous ce sentiment d'infériorité qu'on ressent souvent. Mr. Colombo, quand Madame Océline dit qu'il faut savoir s'entourer, il y a aussi l'autre pan de la chose. Hein. Quand on essaye de comprendre vraiment les causes profondes du syndrome qu'on vit, est-ce que l'environnement aussi, l'environnement dans lequel on est né, on a grandi, ne favorise pas ou ne nous met pas aussi dans ce sentiment d'illégitimité parfois? Bien sûr, l'environnement a un impact certain sur la présence du syndrome de l'imposteur. Parfois, le syndrome de l'imposteur naît de messages reçus pendant l'enfance, ou le parcours professionnel, ou pendant le parcours professionnel. Par exemple, vous entendez souvent des phrases comme tu peux mieux faire, ce n'est pas encore assez, tu n'es pas prêt, regarde le fils du voisin, regarde le collègue d'à côté, comme il travaille, est-ce que tu ne le vois pas? À force de les entendre, certaines personnes développent une difficulté à reconnaître leur propre valeur. Et c'est là que la difficulté, le syndrome commence. Alors, comment reconnaître le syndrome de l'imposteur? Voici quelques signes. Hein. Tout à l'heure, Madame Adiké a parlé de signes. On attribue très souvent ces réussites à la chance. On a souvent des phrases comme
J'ai juste été au bon endroit, au bon moment. Pour nous, ça paraît banal, mais c'est une forme, c'est une façon de rejeter le mérite qu'on a dans des réussites, dans des succès. On a travaillé dur, on a consenti des sacrifices, on a bossé dur. Mais vous allez entendre souvent des gens dire j'ai juste été au bon endroit, au bon moment. Ça paraît être l'humilité, mais au fond, c'est le syndrome de l'imposteur. On minimise ses accomplissements. Souvent on dit ce n'était rien, ce n'était rien. Ou bien on craint constamment d'être démasqué. On se dit par exemple un jour, ils verront que je ne suis pas aussi compétent qu'ils le pensent. Et ça nous hante. À chaque fois, on pense qu'un jour, les gens découvriront qu'on n'est pas aussi bon que ça. Souvent, on reçoit des félicitations. On se demande, mais pourquoi on me félicite tant? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si grand et qu'on me félicite comme ça? Mais ça, un jour, ils vont découvrir que ce n'était pas aussi parfait que ça. Bien, vous voyez? Et ça, franchement, c'est quelque chose de tellement malsain. C'est quelque chose de tellement malsain. Et on est obligé souvent de surtravailler pour prouver sa valeur, finalement. Certaines personnes travaillent excessivement, non par ambition, mais par peur. Donc, elles détériorent la santé. On a l'impression que ces personnes-là bossent dur parce que elles sont ambitieuses, elles sont travailleuses, mais en réalité, elles travaillent excessivement par peur. Vous comprenez? Et ça, c'est quelque chose qui est lié directement à l'environnement auquel nous sommes confrontés. Alors, je reste toujours avec vous. Quand vous parlez de la peur d'être démasqué, et on fait des tâches, en fait, on est plongé dans le travail pour prouver sa valeur. Dans les métiers exposés publiquement, comme le vôtre, vous êtes exposé, vous êtes visible. Ressent-on parfois la pression de devoir constamment prouver sa valeur? Alors, on ressent à chaque fois ce besoin-là. Parce que, comme vous l'avez dit, M. Leconan, le métier que j'exerce, je suis journaliste, je suis spécialiste des métiers de la voix, donc maître de cérémonie, présentateur, animateur, etc. Et je me présente très souvent devant le public. Donc, vous avez cette pression constante de bien faire les choses, parce que là, vous êtes visible, on vous voit, tout le monde vous voit. Souvent, si vous êtes sur une scène, la salle est plongée dans le noir et vous seul, vous êtes sur le podium avec la lumière sur vous. Vous êtes exposé. Souvent, on est surexposé. Donc, on ressent naturellement le besoin de bien faire les choses, cette pression-là de bien faire les choses. Ceci dit, dans toutes les formations que je donne, que ce soit en maîtrise de cérémonie, que ce soit en animation, etc., je commence toujours mes formations par la psychologie. Par exemple, si c'est une formation en prise de parole en public ou en maîtrise de cérémonie, je commence toujours par la psychologie de l'orateur. Pour moi, tout part de l'état d'esprit. Tout part de l'état d'esprit. Un grand MC, c'est celui-là qui sait gérer, qui sait se mettre en valeur, qui sait se convaincre que il a de la valeur. Il y a des gens qui ont de la valeur, qui ont de la compétence, qui ont de la technique, mais psychologiquement, qui sont à terre. Donc, ça ne sert à rien. Finalement, le talent, le savoir-faire ne servira à rien si l'état d'esprit est atteint. Si vous êtes constamment victime du syndrome de l'imposteur, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pourrez pas bien faire, vous n'êtes pas comme celui-là, vous n'êtes pas comme celle-ci, etc., etc. Et donc, il y a un travail constamment, un travail constant, je vais dire, un travail constant à faire sur l'état d'esprit. Oui, en tant que MC, écoutez, si je ne maintiens pas mon état d'esprit au beau fixe, il me sera difficile de faire mon travail. Souvent, vous êtes devant des personnalités, souvent vous êtes devant des érudits, des intellectuels. La plupart, peut-être même souvent, moi j'ai animé des colloques où plus de la moitié de la salle sont des gens qui ont des diplômes qui sont supérieurs aux miens. Des gens ce sont des intellectuels. Attendez, je ne leur arrive même pas à la cheville intellectuellement. Mais je suis le maître de cérémonie, c'est moi qui dois conduire la cérémonie. Si je ne fais pas un travail sur mon état d'esprit, il me sera difficile de prendre le micro et de parler avec assurance, de parler avec autorité. Vous comprenez? Donc,
le savoir-faire technique, c'est bon, mais très souvent, le travail à faire sur l'état d'esprit, le travail psychologique est méprisé ou n'est pas, on ne tient pas compte vraiment de cela, alors que c'est le travail préalable à faire pour vraiment briller, pour être à l'aise dans la dynamique de laisser transparaître son talent, tout son talent. Vous comprenez? Et donc, oui, dans nos métiers, dans le métier que j'exerce, tous les jours, je suis en train de travailler sur mon état d'esprit. Tous les jours. Parce que si vous ne faites pas attention, à cause d'un le que vous avez placé à la place d'un la, automatiquement, vous remettez en cause toute l'expérience acquise, vous remettez en cause tout le talent accumulé. Vous comprenez? Donc, c'est un combat perpétuel qu'il faut mener pour ne pas se laisser envahir par de mauvaises pensées ou par des pensées négatives qui vont, en fin de compte, ou qui risquent en fin de compte de vous emporter. Alors, madame a dit que chez beaucoup de jeunes, et particulièrement chez certaines femmes, il existe une peur d'en faire trop ou de prendre trop de place. Comment analysez-vous cela, cette situation-là qu'on vit? D'abord, je crois que tout part de l'enfance, d'une certaine façon. Ça dépend de comment on a évolué, l'environnement dans lequel on a évolué, ce qu'on nous a dit. J'ai été également victime, en fait, de ce genre de sentiments pendant un long moment. Je ne dirais pas que je suis totalement sortie de cela, mais je prends conscience, en fait, beaucoup plus que ce n'est pas un sentiment qui devrait me paralyser. Quand je dis tout va de l'enfance, c'est que dès l'enfance, particulièrement pour les filles, on n'a pas souvent tendance à vouloir qu'elles se mettent en avant. On a tendance à vouloir qu'elles se fassent toutes petites, qu'elles ne fassent pas de vagues, qu'elles respectent tous ceux qui sont devant, qu'elles essayent de se frayer un chemin autant qu'elles peuvent sans déranger les autres, qu'elles ne prennent pas forcément la parole pour dire ce qu'elles pensent, parce que voilà, c'est pas vraiment important. Mais quand on a la possibilité de sortir de ce cercle-là et de voir qu'on peut en fait explorer, être soi-même, pouvoir s'ouvrir, on a peur en fait de le faire. Parce qu'on se dit comment les gens vont percevoir en fait ça. C'est surtout ça, le regard des autres. Est-ce que ça ne va pas être préjudiciable pour moi? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de pouvoir avoir ça va pas me faire perdre peut-être ma place, ça va pas m'empêcher de pouvoir avoir ce que je veux. Mais c'est un travail perpétuel, en fait, de pouvoir se dire qu'on peut quand même aller au-delà, en fait, de cette peur-là qui parfois nous paralyse, en fait, et nous empêche de pouvoir faire ce qu'on veut réellement. Alors, on est enfermé dans le regard des autres. Et qu'en dira-t-on? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça ne va pas susciter des commentaires, des critiques? Et cela nous enferme aussi dans notre élan, dans notre volonté d'évoluer. Je reste toujours avec vous. Vous pensez aujourd'hui que beaucoup de personnes confondent humilité et manque de légitimité? Oui, oui, c'est très, très confondu parce que je me dis aussi qu'on confond l'humilité avec énormément de choses. Je crois que l'humilité, c'est quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant pour pouvoir reconnaître, en fait, qu'on devrait être reconnaissant, en fait, de ce qu'on a, de pouvoir être reconnaissant, en fait, de comment on évolue et tout. Se sentir légitime ne veut pas forcément, ne veut pas dire qu'on n'a pas l'humilité. Et avoir l'humilité ne veut pas dire que il faut rester dans son coin, ne pas évoluer, ne pas s'épanouir, ne pas oser des défis, en fait, ou oser avoir plus que ce qu'on en a actuellement. Avoir l'humilité, en fait, c'est quelque chose qu'on doit cultiver pour soi-même, parce que peu importe où on en est, on apprend toujours tous les jours, on n'a pas la science infuse, on n'a pas forcément toutes les capacités, on est entouré de beaucoup de personnes beaucoup plus compétentes forcément que nous. Mais en même temps, on a quand même la légitimité de pouvoir s'affirmer qu'on sait faire telle chose, qu'on a la capacité de pouvoir assumer tel rôle, de pouvoir occuper tel poste, de pouvoir se dire qu'on est tel, qu'on a tel titre et tout.
Ça ne veut pas dire on sait tout, en fait. Il faudrait savoir faire la part des choses pour que cette humilité-là ne nous empêche pas, en fait, de pouvoir réaliser tout ce qu'il en faut. Il faut pouvoir se faire des challenges, aller de l'avant et tout, mais tout en restant humble sur le fait qu'on est humain et on continue toujours d'apprendre. Je voudrais vous poser une question, monsieur Dian, Mister Colombo. Avez-vous déjà refusé, vous, personnellement, une opportunité ou repoussé un projet ou gardé le silence à cause du doute? Oui, c'est arrivé souvent. Mais là, je vais dire que c'était beaucoup plus lorsque j'étais en début de carrière, parce que je ne me sentais pas assez prêt pour saisir l'opportunité. C'est arrivé souvent, par exemple, lorsque je recevais des opportunités de maîtrise de cérémonie, et lorsque je voyais que l'assemblée, je veux dire, les personnalités invitées lorsque je les jugeais un peu trop augustes pour moi, je refusais carrément. Je me disais que non, là, c'est pas mon niveau, je ne suis pas encore arrivé là. Hein, attendez encore quelques années et puis je viens. Hein, vous comprenez? Donc, il est arrivé souvent que je refuse certaines opportunités pour ne pas perdre la face. Et le plus grand danger n'est pas le doute, en fait. Le plus grand danger, je veux dire, c'est l'inaction. L'inaction. Parce que quand on dit que je ne fais pas parce que je ne suis pas prêt, c'est un gros danger. Il y a des personnes qui refusent une promotion, une prise de parole. Il y en a d'autres qui refusent une candidature, d'autres une opportunité. C'est pas parce qu'elles sont incapables, hein. C'est pas parce qu'elles sont capables, mais parce qu'elles pensent ne pas être prêtes. Pourtant, la plupart des opportunités arrivent avant que nous nous sentions prêtes, ou nous nous sentions prêts. La plupart des opportunités arrivent avant que nous nous sentions prêts. Donc, si on veut attendre d'être prêt avant de saisir les opportunités, ben, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. On risque de passer à côté de beaucoup de belles choses. Vous comprenez? Donc, depuis lors, moi, en tout cas, il m'est arrivé d'accepter des maîtrises de cérémonie la veille, où on m'informe la veille, et puis le lendemain, je suis sur la scène. Parce que j'ai appris à me convaincre que, écoute, tu es Yannick Jong, tu es Mister Colombo, tu peux le faire. Tu as de l'expérience, tu as du savoir-faire, tu as du vécu, tu peux le faire. Vous comprenez? Donc, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un perpétuel entraînement. C'est comme un militaire. Le militaire, il n'apprend pas à manier les armes, il n'apprend pas l'art de la guerre qu'au début de sa carrière. Tout au long de sa carrière, il y a des formations pour se recycler. Il garde en tête permanemment un certain état d'esprit. C'est comme aussi dans le football. On apprécie un footballeur comme Cristiano Ronaldo, qui a une longévité de carrière exceptionnelle. Il a 40 ou 41 ans aujourd'hui. Le voilà à la Coupe du Monde. Mais pourquoi est-ce que Ronaldo est encore à ce niveau-là? Hein, bien vrai que c'est vrai, il n'a plus ses jambes de 19 ans, 20 ans. Mais il garde quand même un certain niveau. Pourquoi? Parce que constamment dans son esprit, il a gardé en tête que il est le meilleur. Ce n'est pas un joueur, ce n'est pas mon joueur préféré. Moi, je préfère beaucoup plus Messi que Ronaldo, mais je lui reconnais ça, cette force, cette valeur-là. Je lui reconnais ça. Il a gardé à l'esprit tout le temps de sa carrière qu'il était le meilleur footballeur au monde. Il était le meilleur footballeur au monde. Il l'a gardé. Et aujourd'hui, Coupe du Monde, 40 ans, 41 ans, il y est. Vous comprenez? Donc, c'est un perpétuel combat que nous devons mener tous les jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous regardez, nous sommes sur Internet. Nous sommes sur Internet et vous savez que Internet, c'est la foire au storytelling. Hein? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous comparons notre intérieur aux meilleurs moments de la vie des autres. On voit leurs récompenses, on voit leurs réussites, on voit leurs promotions, leurs voyages. Mais on ne voit jamais leurs doutes, hein, leurs échecs et puis ou la nuit blanche là. On ne voit pas ça. On ne voit pas toutes ces choses-là. Vous comprenez? Alors que c'est des gens qui parlent de nuit blanche, qui ont des échecs, qui ont des doutes. Mais qu'est-ce qu'ils présentent? Ils présentent ce qui peut permettre aux autres d'être fiers d'eux. Et nous finissons par croire que tout le monde maîtrise sa vie, sauf nous. Donc c'est un perpétuel combat. Tant que nous serons sur les réseaux sociaux, à voir la réussite des autres, à voir les récompenses, etc., on se laissera tenter par la comparaison et c'est là que commencent les ennuis. Donc je veux dire que
il faut vraiment créer une certaine armure, renforcer son état d'esprit, et puis faire le bilan de ce qu'on a eu à accomplir aussi. Qu'est-ce que j'ai accompli? Souvent, on a accompli de belles et grandes choses, mais on les méprise. On les méprise. Moi, aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je suis fier de moi. Ah, Joe, tu as accompli beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses. Tu peux être fier de toi, Yannick. Et demain sera meilleur. Pour ceux qui me suivent, savent que ça, c'est mon slogan, mon préféré. Demain sera meilleur. Aujourd'hui, les choses vont mal, mais demain sera meilleur. Aujourd'hui, les choses vont bien, demain sera encore plus meilleur. Et ça ne quitte jamais mon esprit, c'est mon état d'esprit. Et je pense que on devrait pouvoir adopter ce genre de choses-là parce que ce monde-là devient de plus en plus compliqué, les gens deviennent de plus en plus méchants, on ne vous laissera pas la place. Et ça, si vous n'avez pas un état d'esprit de faire, ce sera très compliqué malgré votre talent, malgré votre bonne volonté. Demain sera meilleur. Vous le dites très souvent, j'aime bien l'énergie qui se dégage à travers ce bout de phrase. Moi, je dirais tout ira bien. Et je le dis constamment parce que c'est important de se le répéter chaque fois. Il y a un problème, je dirais même une problématique. Vous l'avez souligné il y a un instant, c'est la comparaison constante. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand on voit les choses briller, on a l'impression que vraiment les choses brillent comme ça, alors que ce n'est pas toujours le cas. En comparant sa vie à celle des autres, on tombe parfois dans ce syndrome-là. La prochaine question qui reste dans cette logique-là s'adresse à Madame Osseni. Pour vous, aujourd'hui, dans un milieu professionnel aussi compétitif, dans cette situation qu'on vit au quotidien, professionnel, familial, ainsi de suite, comment on arrive à ne pas se comparer constamment aux autres? On va toujours se comparer aux autres. C'est la manière dont on se compare aux autres là qui change la donne. Si la comparaison doit nous pousser à minimiser notre parcours, alors là, on fait fausse route. Mais si cette comparaison doit nous inspirer à aller de l'avant, à chercher plus et à pouvoir se donner les moyens de pouvoir, se donner les moyens, je précise, se donner les moyens de pouvoir arriver à réaliser ce qu'on veut, alors cette comparaison est, je vais dire, positive. Je n'aime pas trop faire la différenciation, mais je dirais positive. Parce que parfois, s'inspirer de notre entourage nous aide énormément à progresser, peut nous booster en fait, à pouvoir se dire, ouais, je suis capable de faire ça, je peux le faire. De la même manière que regarder dans le rétroviseur, comme Mr. Colombo le dit, et voir tout ce qu'on a eu à réaliser jusqu'à aujourd'hui, peut-être aussi une manière de pouvoir se sentir suffisamment légitime pour continuer à avancer, pour se dire que si on a pu arriver jusque-là, c'est qu'on peut toujours aller de l'avant et faire mieux. Je vais dire que le véritable blocage, c'est souvent l'inconfort qu'on rencontre en fait quand il faut aller à une autre étape de notre vie. Parce que quand on est à un endroit donné et on se trouve plus ou moins euh, assuré qu'on est à la place qu'il faut, plus ou moins assuré, je veux dire, quand on veut pouvoir passer à une autre étape, il y a ce sentiment d'inconfort en fait qui fait ressurgir encore ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis capable en fait de pouvoir m'autoriser à aller? Et si on ne se donne pas cette autorisation personnellement, ça va être un peu compliqué de pouvoir affronter ça. Déjà en premier, il faut se donner l'autorisation de pouvoir affronter cette étape-là. Et en deuxième lieu, il faut pouvoir accepter l'inconfort qui va avec. Il faut pouvoir accepter l'apprentissage qui va avec. Il faut pouvoir accepter de faire un pas à la fois et de ne pas comparer, dans ce sens-là, l'arrivée des autres par rapport à son départ à soi. Parce on commence toujours de quelque part pour pouvoir s'améliorer, un pas après l'autre. Comme je le dis souvent, chaque pas compte. Parce que chaque pas que tu fais t'amène vers en fait ce que tu veux. Tant que tu as la volonté, je veux dire,
la volonté, parce que la volonté aussi dépend d'énormément de choses. Tant que quand même tu as la volonté de pouvoir avancer, chaque pas que tu fais te rapproche plus. Et dans ce sens, puisqu'on est confronté à un environnement de comparaison, je me dis qu'il faut plutôt aller vers des comparaisons qui nous boostent dans ce sens. Si on sent que cette comparaison commence à devenir nocive, je pense qu'il faut peut-être s'écarter de cette comparaison ou se remettre en cause par rapport à euh, l'origine de notre ressentiment par rapport à cette personne ou ce cadre-là qui devient nocif pour nous. Donc, la comparaison reste au centre de notre univers, peu importe ce qu'on fait ou peu importe ce qu'on dira. C'est plutôt à nous de pouvoir définir en fait ce qu'on met dans la comparaison, de ce qu'on veut, ce à quoi on veut se comparer, pour que ça continue toujours de nous inspirer, toujours aller de l'avant. Alors, il ne faut pas comparer l'arrivée des autres à son propre départ. Il est important, vous l'avez dit, de voir où on est par rapport à tout ce qu'il y a autour de soi. Mais quand on constate que cette comparaison nous égare, il faut rapidement prendre conscience de cela. Vous avez proposé ou suggéré à ce qu'on se donne l'autorisation de passer d'une étape à une autre, d'accepter l'inconfort qu'il y a autour. Il y a Mr. Colombo qui très souvent recommande aux jeunes de passer à l'action. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, passer à l'action, il y a des éléments que vous avez évoqués dans comment passer à l'action. La question est fondamentalement liée à cela. Vous conseillez aux jeunes de passer à l'action et que doivent-ils faire de façon concrète si un jeune décide aujourd'hui de passer à l'action pour affronter ce syndrome-là qui l'envahit? Déjà, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que je dois passer à l'action? Moi, j'estime que nos succès, nos réussites, nos victoires ne sont pas principalement tournés vers nous-mêmes, mais vers les autres. Pourquoi je dois réussir? Je dois réussir pour servir les autres. Pourquoi je dois avoir une victoire? Je dois avoir une victoire pour servir les autres. De ce point de vue-là, dès que j'ai cela à l'esprit, je sais exactement pourquoi est-ce que je dois continuer. Pourquoi est-ce que je ne dois pas abdiquer? Pourquoi est-ce que je dois passer à l'action? Je dois passer à l'action parce que cette action-là va permettre à telle personne, à telle communauté, à tel nombre de personnes de vivre heureux, d'être épanoui ou de bénéficier de beaucoup de choses. Tant que tout est centré sur moi-même, ben écoutez, je ne représente qu'une seule personne. Parmi combien? Parmi des millions, parmi des milliards d'êtres humains. Vous comprenez? Donc, tant que l'action que je pose est tournée vers les autres, vers l'intérêt de ma communauté, j'ai beaucoup plus de force. Pourquoi est-ce qu'on abdique? Pourquoi est-ce qu'on baisse les bras? Parce que nous sommes les seuls. C'est-à-dire que c'est notre petite personne qui est seulement concernée. On ne représente rien, on ne représente absolument rien. Mais tout est tourné sur nous-mêmes. Je suis seul. Donc, si je décide de ne plus passer à l'action, ça ne dépend que de moi. Mais si l'action là, si je baisse les bras et que ça va affecter 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes, je ne vais pas abdiquer aussi facilement. Je ne vais pas baisser les bras aussi facilement. Donc, la question qu'on doit se poser, l'action que je pose, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi seul? Est-ce que c'est dans mon seul intérêt? Ou bien c'est dans l'intérêt commun? C'est dans l'intérêt de tout le monde? Ça, c'est un premier point. Passer à l'action, c'est la chose la plus facile, je crois. Pour aborder le deuxième point. Passer à l'action, c'est la chose la plus facile. C'est de faire une chose. On dit, monte les escaliers. Mais monte les escaliers? Qu'est-ce qui t'empêche de monter les escaliers? Ce sont les pensées qui vont te dire que si tu montes à l'escalier, tu vas tomber. Si tu montes à l'escalier, tu vas te fouler la jambe, etc., etc. Il faut surmonter cette peur-là. Il faut surmonter cette peur-là. Et moi, je suis chrétien, je suis croyant, je crois en Dieu. Et je crois fermement au fait que rien ne pourra m'arriver que Dieu n'ait décidé. Vous comprenez? Donc cela rend mon cœur plus libre dans mes actions.
J'ai sorti un livre l'année dernière sur la maîtrise de cérémonie. Et d'ailleurs, c'est le tout premier livre en Afrique de l'Ouest qui porte sur la maîtrise de cérémonie. Il y a des livres qui portent sur l'oratoire, comment on appelle ça, le parler en public, etc. Mais sur l'art oratoire, il n'y en avait pas. Moi, je voulais développer mes compétences en lisant des bouquins sur la maîtrise de cérémonie. Je n'en ai pas trouvé. J'ai fouillé partout. Les seuls bouquins que j'ai trouvés, ils sont européens, occidentaux. J'ai trouvé un seul livre écrit par un Congolais. L'idée a germé dans mon esprit d'écrire un livre sur la maîtrise de cérémonie. En même temps, une autre idée est venue pour dire, mais toi, tu es qui pour écrire un livre sur la maîtrise de cérémonie alors qu'il y a des doyens qui font le métier depuis 20 ans, depuis 30 ans, et ne l'ont pas fait. Et toi, tu viens, tu le fais. Tu veux dire quoi? Que tu as trop d'expérience, que tu as trop de vécu, que tu connais trop de choses, que tu as trop de connaissances ou bien? Vous comprenez? Si je cédais à cette pensée-là, je ne sortirais pas le livre. Mais je n'ai pas cédé à cette pensée, j'ai juste passé à l'action. J'ai commencé à écrire. L'appétit venant en mangeant, en écrivant, en me souvenant de ces belles histoires, ces anecdotes que j'ai vécues, j'ai pris plaisir à écrire le livre et je l'ai écrit en 5 mois. J'ai commencé en juillet 2024, je l'ai terminé en septembre 2024, je l'ai sorti en février 2025. Vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est vraiment un livre aujourd'hui qui fait ma fierté. Le livre est disponible un peu partout. À Cotonou, chez vous, le livre est disponible. Je pourrais, je sais pas, donner le contact à Lokono après, qui pourra vous le partager. Le livre est disponible à Cotonou, à Lomé, à Dakar, à Abidjan. Et voilà, je suis en train d'étendre un peu. Donc, je veux dire que c'est nous-mêmes qui nous fixons les limites. Je veux une chose. Qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Si ma tête cogne le mur, je lève les yeux vers le ciel et je dis merci pour le stage. C'est un stage. J'avance, je continue. Vous comprenez? Et donc, franchement, comprenons que nous sommes nos propres limites. Pour passer à l'action, nous sommes nos propres limites. C'est lui qui décide vraiment de passer à l'action sans arrière-pensée, sans avoir peur de l'échec. Vous allez voir, c'est toute la différence entre les francophones et les anglophones. Les anglophones, ils n'ont pas peur de l'échec. Pour eux, l'échec, ce n'est pas une fatalité. L'échec, c'est une étape. Mais nous, en Afrique francophone, l'échec, c'est une fatalité. Si j'échoue, ils vont se moquer de moi, les parents vont se moquer de moi, mon entourage, les voisins. Et on ne passe pas à l'action. Il faut changer ça, il faut changer cette mentalité. Madame Oseni, il faut passer à l'action, comme l'a dit Mr. Colombo. Il y a parfois ce manque de confiance en soi au niveau de beaucoup de jeunes. Et c'est ce manque de confiance en soi les cloître, si je peux le dire, dans l'inaction. Et comment ils peuvent faire aujourd'hui pour développer cette confiance intérieure et moins dépendante du regard des autres? Ça commence petitement. Plus on évolue, plus on a des idées en grandeur. Je veux dire, on veut de grandes choses, surtout à l'aide des réseaux sociaux. On veut pouvoir avoir ceci, cela, pouvoir voyager, pouvoir avoir des voitures. Et on a ce complexe-là du fait que on ne fait peut-être pas ce qu'il faut pour pouvoir arriver à ce stade-là. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être que on aura d'autres réussites à part ces réussites visibles qu'on voit. Et ces réussites qu'on minimise en fait, ce sont elles qui nous donnent de la confiance. Chaque jour, on réussit des choses, mais on n'a pas ce recul-là pour reconnaître ce qu'on réussit, pour voir comment ça peut nous aider à pouvoir évoluer, pour aller dans le sens de voir notre évolution sous la forme de différentes étapes, pour redéfinir nos critères de réussite. Je précise correctement parce qu'aujourd'hui, la réussite est visible dans le sens que si tu n'as pas pris l'avion une fois, c'est que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas une voiture avant 30 ans, c'est que tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas ton compte en banque ou tu n'as pas réussi à avoir ton million avant les 25 ans, c'est que tu es à la traîne. Mais vraiment, il faut aller dans le sens de redéfinir ces critères de réussite, surtout quand on est jeune. Parce que tous ceux qui sont arrivés peut-être là où on les voit, ont pris des années en fait à y arriver. Et peut-être que ce que tu vois là, c'est juste un accomplissement après des années.
Je prends un exemple, quelqu'un qui est dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui s'achète une nouvelle voiture et tu vois ça, ou qui peut-être que c'est la première fois pour la personne, mais tu ne sais pas, qui prend l'avion parce que tu l'as vu faire des photos ou présenter ou quelque part, tu te dis que toi, tu as raté ta vie d'une certaine façon. Mais quand tu prends le recul, il y a des choses que tu fais dont tu devrais être admiratif. Donc, je vais dans le sens qu'il faut apprendre en fait à redéfinir ces critères de réussite. Qu'est-ce que déjà signifie la réussite pour soi? Si on redéfinit ces critères de réussite, en fait, on a la capacité d'avoir une certaine confiance, de pouvoir passer à l'action petit à petit pour chaque jour réussir quelque chose. Parce que la confiance en soi ne vient pas juste d'un coup. On peut avoir tout ce qu'on veut, mais on n'a peut-être pas la confiance de pouvoir faire de petites choses, en fait. Et ça se cultive. Ça ne vient pas et puis de façon constante, en fait, tu te dis, voilà, j'ai confiance en moi et puis c'est fini. Même les personnes, en fait, qui font des choses que tu trouves extraordinaires, ont ce sentiment de parfois manquer de confiance en eux, mais parce qu'on minimise ce qu'on fait. On n'a pas réellement de repères, en fait, par rapport à ce qu'il s'agit de ce qui est réussir. On a plutôt des repères extérieurs. Genre, on voit beaucoup de personnes nous définir à l'avance ce que c'est que la réussite. Et on court après ces objectifs qui ne sont pas les nôtres. Et ça, plus on court après ces objectifs, le fait de ne pas les atteindre nous détruit instantanément. Parce que peu importe ce qu'on fera, peut-être qu'on les atteindra, mais peut-être qu'on atteindra même cette soi-disant réussite, on verra que ça, c'était pas un chemin pour nous, ou c'est pas quelque chose qui nous épanouit. Donc, je pense qu'au fond, la véritable question, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que je veux, moi, réellement? Qu'est-ce qui définit ma réussite, au-delà de tout ce que je vois? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir fière de moi aujourd'hui, peut-être? Quelle est la prochaine étape pour moi? Et et quand je vais atteindre cette étape-là, pouvoir me réjouir en fait d'avoir atteint cette étape. Parce qu'on est tellement en constante quête qu'on n'arrive même pas à se réjouir de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise. Et au final, on se dit que bon, la vie est passée, et puis il n'y a aucune réalisation. Et pourtant, c'est faux. Donc, la véritable confiance commence déjà par la manière dont on se perçoit soi-même et ce qu'on cherche à réaliser, ce qu'on cherche à obtenir pour soi, pas forcément pour les autres. Parce que plus on apporte aux autres, mais il faut quand même qu'il y ait un petit retour pour soi, que ça soit quelque chose qu'on veut pour soi. Et c'est ces petites réalisations-là qui construisent en fait la confiance en soi. Donc, comme je dis, l'une des choses qui soit prioritaire, c'est de pouvoir faire voir à des personnes que la réussite de l'autre n'est pas forcément ce qui ne devrait pas forcément être sa réussite à soi. Et d'après ce qu'on fait, il faut apprendre en fait à pouvoir être fier de son évolution qui construit petit à petit notre confiance en nous. Merci Madame Oseni pour cette piste de solution que vous avez donnée pour reprendre confiance en soi et passer vraiment à l'action comme c'est proposé. Alors pour ceux qui nous ont rejoints par la suite, nous sommes en train de parler du syndrome de l'imposteur, les manifestations de ce syndrome-là, comment s'en débarrasser. Pour ceux qui voudraient poser des questions, veuillez lever la main et là vous aurez la parole pour pouvoir poser toutes sortes de questions. Je voudrais rapidement vous signifier que dans 10 minutes, la maîtrise de cérémonie commence ici. Donc, j'ai moins de 10 minutes avec vous. D'accord, Mr. Colombo. Puisque vous avez 10 minutes, avant que les participantes et participants nous posent leurs questions, on va profiter de ces 10 minutes-là et vous poser peut-être 2 ou 3 questions avant que vous ne partiez. La question est simple. Si vous regardez en arrière, que diriez-vous à Mr. Colombo d'hier
Mr. Colombo d'aujourd'hui et Mr. Colombo de demain par rapport à ce syndrome d'imposteur qui vous a parfois envahi? S'il y avait la possibilité de parler à Mr. Colombo d'hier, je lui dirais ne t'inquiète pas, tout ira bien, parce que il s'est souvent inquiété de ce que sera son avenir, de ce que sera ses projets. Donc ce sera de lui dire ne t'inquiète pas, tout ira bien. Le Colombo d'aujourd'hui, je vais juste lui dire que demain sera meilleur. Il n'a pas à s'inquiéter pour l'avenir. Il a les clés nécessaires pour réaliser de belles et grandes choses. Et pour le Colombo de demain, je lui dirai merci. Merci d'avoir impacté à toutes ces personnes positivement. Et voilà ce que j'ai à leur dire. Ça, c'est à Mr. Colombo. Et à une personne qui est paralysée aujourd'hui par le doute, que lui diriez-vous? Je lui dirais une phrase simple. Je lui dirais, ne te focalise pas sur ce que tu es aujourd'hui, mais espère en ce que tu seras demain. Tout simplement. Ne te focalise pas sur ce que tu es aujourd'hui, mais espère plutôt en ce que tu seras demain. Je pense que cette phrase est à méditer. Si on se focalise sur ce qu'on est aujourd'hui, on verra beaucoup d'imperfections, les doutes vont nous assaillir. Mais si on espère en ce qu'on sera demain, c'est l'espoir qui nous porte et c'est l'espoir qui fait vivre. Donc il faut être rempli d'espoir et se dire que demain sera meilleur, tout simplement. Alors d'où tenez-vous cette assurance que demain sera meilleur? Est-ce que c'est de la spiritualité? Est-ce que c'est de votre compétence personnelle? Et d'où tenez-vous cela? Alors, vous savez que tout ce qui est physique est dirigé par le spirituel. Donc, si j'affiche une telle assurance, c'est parce que dans le spirituel, voilà, on m'a déjà dit que tout est bon. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que je suis chrétien et je fonde toutes mes actions sur le christianisme. Je me dis que, voilà, en tant que chrétien, en tant que disciple de Christ, la Bible dit que il a tout accompli et qu'il a formulé pour nous des vœux de bonheur et non de malheur. Donc, je m'agrippe à cela, j'y crois fermement et j'ai foi en ce que Dieu m'a réservé un avenir des plus éblouissants. Voilà. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, je ne pouvais pas imaginer un instant que je vivrais toutes les choses que je vis aujourd'hui. Ma vie est un témoignage. Voilà, je mène une vie extraordinaire, je peux le dire, et ce n'est que par la force de Dieu. Donc, si Dieu a déjà fait ça pour moi, et il continuera de le faire, il est fidèle. Donc, oui, c'est cette assurance-là, je la tire de la spiritualité. Et voilà, le spirituel commande le physique. Et si spirituellement vous n'êtes pas calé, bah vous serez emporté par le syndrome de l'imposteur, parce que dans le spirituel, on vous dit que vous êtes un leader, vous êtes un grand. Dans le physique, tout porte à croire que vous êtes un flemmard, vous êtes un loser, vous êtes quelqu'un qui ne peut pas avancer. Et donc, si le physique l'emporte sur le spirituel, bah écoutez, vous allez en pâtir, vous allez en payer les frais. Donc, l'assurance, je la tire principalement du spirituel. Alors le spirituel ici, c'est la relation intime que vous avez avec votre Dieu, avec le divin. Ce n'est pas forcément une relation religieuse, mais une relation vraiment intime et personnelle. Effectivement. Merci. Quand vous allez partir à tout moment, je voudrais vous dire un sincère merci pour avoir accepté de façon vraiment spontanée quand je vous ai contacté par WhatsApp pour vous proposer d'intervenir sur ce panel. Vous avez accepté spontanément, sans protocole, vraiment. Donc, merci. Et merci beaucoup. Bonne prestation pour la maîtrise. Merci. Je sais que vous êtes fort. Vous allez parler. Alors, nous allons continuer. Vous êtes là. Merci. Je voudrais rapidement dire merci à Madame Adjike qui a accepté de partager avec moi ce moment-là. Merci beaucoup, Madame Adjike, et merci à toutes ces personnes connectées qui ont accepté de m'écouter. Voilà, que Dieu vous garde. Merci. Merci à vous également. Madame Ida Kosso est entrée dans mon esprit pour poser la question que j'allais poser tout à l'heure aussi. Alors, Madame Oseni, quels sont les livres disponibles chez vous que les jeunes peuvent lire? Par rapport aux livres que je
recommanderais pour essayer de pouvoir surmonter ce syndrome de l'imposteur? Il y a un premier livre déjà que je recommande, c'est La montagne, c'est toi de Brianna Wiest. Pourquoi je le recommande? Surtout parce que c'est un livre qui nous permet d'abord de nous connaître, de connaître nos différents blocages, de savoir ce qui nous empêche. Parce qu'on dit que la plupart du temps, ce n'est pas les autres qui nous bloquent. Nous sommes parfois notre propre blocage dans ce qu'on veut faire. Ce livre, en fait, aide beaucoup à se reconnaître, en fait, à prendre conscience des différents blocages qu'on rencontre et à mieux se connaître pour savoir comment parer à cela. Deuxièmement, je recommanderais le livre Se libérer du syndrome de l'imposteur, qui est un livre très intéressant, qui nous parle en fait des différents aspects de ce syndrome et de comment est-ce qu'on peut le surmonter. Pour un troisième livre, ce que je recommanderais, c'est Trembler mais oser de Suzanne Jeffer. Le titre déjà dit beaucoup. On dit souvent que on n'a pas le courage de forcément tout faire, mais on peut toujours quand même oser malgré qu'on ait peur. Et c'est justement ça, en fait, que l'auteur nous pousse à faire à travers son livre. Il y a un livre spécialement que j'aime particulièrement. Et ce livre, en fait, nous édifie, en fait, par rapport à notre dépendance du regard des autres. Le titre du livre, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. J'aime particulièrement ce livre parce que c'est comme une conversation entre un philosophe et une personne lambda. Voilà, il y a Eugène qui a levé sa main. Eugène, vas-y, librement. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je vous espère en parfaite santé. Je suis Eugène Deguinon et c'est tout un plaisir pour moi de suivre ce rendez-vous que Emmanuel nous a donné. Et je voudrais quand même dire que j'ai beaucoup appris des interventions de Monsieur Colombo et de Madame Adjike, si je ne me trompe pas. Et j'ai beaucoup appris et je me suis retrouvé par moments dans les interventions de nos deux invités. Et moi, je tiens quand même à les remercier pour le temps consacré à partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences et aussi quelques techniques ou livres qui pourront quand même nous aider à sortir de la posture de l'imposteur. Désolé de faire cette répétition-là. Donc, merci à toi, Emmanuel. Moi, je n'ai pas de questions, mais juste témoigner que j'ai beaucoup appris à travers ce webinaire. Merci à toi. Merci Eugène, cher compagnon d'infortune. Merci pour ta présence et ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant qu'on ne clôture ce webinaire? Oui, je vois Madame Sonia Kosso. Oui, Sonia Kosso. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Madame Ouseni, bonsoir Emmanuel, merci à vous pour cette rencontre. Et c'est vrai que j'étais pas en ligne au début de la séance, mais je voudrais quand même que Madame Ouseni nous dise un peu quelles sont les causes de ce syndrome, les causes possibles de ce syndrome d'imposteur, puisque je ne sais pas, à mon niveau, moi, j'en ai toujours été victime et je pense que je me demande toujours, mais qu'est-ce qui amène à cet état de choses? La deuxième question, avec un enfant en bas âge et qui ressent toujours ce besoin de validation de ses pairs pour faire telle ou telle chose, est-ce toujours le syndrome de l'imposteur? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'il y a des livres pour enfants qui cherchent toujours la validation de ses pairs dans tout ce qu'il fait? Merci pour vos questions. Je vais commencer par la deuxième question par rapport aux enfants, parce que je me dis que le syndrome de l'imposteur commence déjà dès l'enfance et ça s'ancre en soi quand on évolue. Donc, si on a la possibilité d'accompagner son enfant pour un temps soit peu, je ne vais pas dire éviter, parce qu'on ressent toujours ça, je vais dire un temps soit peu l'aider à ne pas
se focaliser sur ça pour que ça ne le bloque pas, ça peut l'aider dans son processus d'évolution. Donc déjà, je vais donner quelques pistes par rapport aux enfants. Il y a l'aspect où on pourrait déjà valoriser les efforts de l'enfant. Pas seulement lui dire qu'il est intelligent, qu'il fait bien les choses, mais valoriser ses efforts dans le sens où lui montrer que il a quand même persévéré pour avoir ce résultat-là, qu'il voit en fait le processus en fait pour arriver à ça, pas forcément le résultat qu'il a reçu. Ça veut dire ne pas juste le féliciter pour le résultat, mais le féliciter aussi pour le fait qu'il ait cherché, par exemple, si on lui a demandé de chercher, ou bien s'il a eu le réflexe en fait de chercher la solution lui-même, plutôt que de venir poser la question ou avoir la réponse toute faite. Donc, lui faire ressortir en fait que cet effort-là, c'est quelque chose quand même à valoriser. Le second point, c'est de normaliser les erreurs. Ça veut dire que la plupart du temps, dans notre enfance, on a tendance à se dire qu'on n'a pas droit à l'erreur, que si on fait des erreurs, on va nous sanctionner. Et c'est sûr, en fait, c'est ce qui se passe quand un enfant fait une erreur. Le premier réflexe, en fait, c'est de le sanctionner, le taper, ou même des fois sans qu'il ne comprenne réellement ce qu'il a fait de mal. Donc, je pense que l'une des manières, en fait, de l'amener à ne pas avoir trop le syndrome de l'imposteur, c'est de normaliser ces erreurs-là. Ça veut dire lui montrer que se tromper, c'est normal. Faire des erreurs, c'est normal. Apprendre, ça peut prendre du temps. Ça veut dire que tu peux te tromper plusieurs fois, mais malgré que tu te trompes, en fait, tu apprends. Et dans ce sens-là, quand tu te trompes, essaye de voir ce que tu as appris de là qui va t'aider, en fait, à mieux faire la prochaine fois. Et lui montrer aussi que les adultes font des erreurs. Parce que le fait de donner l'impression que nous ne faisons pas d'erreurs, que nous sommes parfaits, que nous faisons bien les choses, que même quand on donne des exemples à nos enfants, quand moi j'étais plus petit, j'étais premier en classe, des trucs de ce genre, je réussissais tout. Ça, c'est complexant en fait pour les enfants. Ils ont l'impression que pour vouloir faire mieux ou vouloir nous rendre fiers. Et dans ce sens-là, ils ont tendance à se dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Et dès qu'ils font une erreur et qu'ils n'ont pas ce sentiment de pouvoir se rattraper ou du fait que ce n'est pas normal, ça pèse sur eux. Donc, lorsque l'enfant fait une erreur, il faudrait lui montrer que c'est normal et en même temps, nous-mêmes, reconnaître en fait qu'on fait des erreurs pour montrer à l'enfant que ce n'est pas juste les enfants qui font des erreurs, même les adultes commettent des erreurs. Le troisième point, c'est surtout éviter les comparaisons. On est en plein dedans. On est dans ça tout le temps, à l'école, dans la rue, partout. On est confronté à ça tout le temps. Dès qu'on voit peut-être l'enfant du voisin ou bien même le grand frère qui fait mieux que le petit frère, on va directement voir, regarde ton frère, regarde les autres font mieux que toi, regarde celui-ci, il est, je sais pas, il est plus intelligent que toi, ou bien même déjà bébé. Je vais dire, dès que l'enfant a 1 an et qu'il ne marche pas encore, ça rentre dans les comparaisons autour de tout ça, en fait, ça affecte l'enfant d'une certaine façon. Et très tôt, il commence à se comparer. Et cette comparaison n'est pas souvent positive pour les enfants. Elle est nocive parce que ça les complexe d'une certaine façon où ils ont tendance à vouloir faire mieux ou à se complexer à être perfectionnistes dans le sens qu'ils veulent ressembler. Et l'impact qu'il y a aussi derrière, c'est qu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se connaître, ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Et à la longue, ils sont plutôt en train de vouloir ressembler aux autres pour qu'on évite en fait de le comparer. Donc, je veux ça aider l'enfant à éviter les comparaisons, peuvent aider l'enfant à construire la valeur qu'il a sur lui-même. Le fait qu'il est à sa place, le fait qu'il n'a pas à ressembler forcément à l'autre pour pouvoir être aimé. Le fait qu'il soit lui a de l'importance. L'autre point, en fait, que je veux aborder va aussi dans le sens de valoriser les efforts, c'est de l'aider à reconnaître ses progrès. L'aider à reconnaître ses progrès dans le sens où, quand, par exemple, voilà, il fait des erreurs, on lui rappelle, en fait, que tu te souviens, tu avais fait telle chose en temps et tu as quand même réussi à y arriver. Donc, si c'est que tu as pu réussir à y arriver, c'est que tu peux toujours, cette fois-ci, quand même chercher à y arriver. Donc, pouvoir reconnaître, en fait, les progrès qu'ils font
pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils apprennent, pour qu'ils n'oublient pas le parcours par lequel ils passent, pour qu'ils ne valorisent pas juste les résultats qu'ils ont. Ça leur permet en fait de reconnaître en fait leur évolution au fur et à mesure, ce qui nous aide forcément quand on est plus grand, au lieu de juste dire qu'on n'a pas pu atteindre ceci ou cela et qui nous affecte. En dernière position, il ne faudrait pas que l'amour qu'on ressent pour son enfant soit uniquement basé sur la fierté qu'il nous apporte ou sa performance. C'est vrai que c'est dans les faits, ce qu'on fait habituellement, c'est genre quand l'enfant n'est pas comme on veut, ou on a tendance à se désintéresser peut-être de lui ou à avoir du mal à lui montrer qu'on l'aime quand même ou un truc du genre. Et pourtant, c'est cette confiance-là qu'il voit, qui l'entoure en fait, qui le fait quand même penser qu'il n'a pas besoin forcément d'être perfectionniste pour pouvoir vraiment vous plaire. Parce que quand l'enfant commence à chercher à forcément plaire tout le temps aux parents, ça devient comme un complexe plus tard. Il cherche à plaire à tout le monde. Genre, telle personne fait ceci, telle personne fait cela, il veut quand même plaire à la personne. Donc, je pense que ce sont des bases, en fait, qui peuvent aider l'enfant à se construire autrement quand il grandit. Pas forcément à rentrer dans un espace égocentrique, je veux dire, mais quand même à ne pas le pousser complètement au complexe, en fait, du syndrome de l'imposteur où il veut forcément montrer aux autres sa valeur, pouvoir attendre l'avis des autres avant de pouvoir faire quelque chose qu'il a envie de faire et tout. Merci, Madame Osseni. La première question, je pense que la réponse a ses origines dans tout ce que vous avez rappelé sur les impacts des comportements des adultes sur les enfants. Sinon, la question, c'était les causes profondes du syndrome de l'imposteur. On hérite cela des blessures d'enfance. Oui, effectivement, ça vient, comme on a toujours dit, ça vient toujours de l'enfance où les causes sont plutôt l'envie d'être. On est extrêmement perfectionniste, on veut forcément que les choses se fassent bien et tout. Donc, on est tout le temps soumis à un stress où on veut contrôler ou avoir tous les tenants, tous les aboutissements ou tenants de ce qu'on a envie de faire. La comparaison aux autres, le besoin de validation extérieure, on a besoin que les autres quand même reconnaissent en fait ce qu'on fait d'une certaine façon. Et quand on n'a pas ça, on a tendance à penser que ce qu'on fait n'est pas intéressant, n'est pas bien et tout. La peur de l'échec, et je vais même dire la peur de la réussite aussi, parce que la peur de l'échec, c'est ce qu'on connaît habituellement, mais il y a aussi la peur de la réussite, parce que parfois le syndrome de l'imposteur nous pousse même à ne pas passer à l'étape supérieure, parce qu'on a peur de tout ce que ça implique, ce que ça pourrait impliquer, genre le changement, l'inconfort, tout ce qui va avec, ou bien même l'exposition extérieure, ou bien le fait peut-être que quand on nous voit plus, on ne sait pas si on pourra gérer le regard des autres et tout ça, ou si on pourra être toujours à la hauteur de ce qu'on est en train de faire. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de se sentir toujours au même niveau ou de ne pas être assez bon, en fait, chaque fois qu'on évolue. Donc, il y a la peur de l'échec, c'est vrai, mais il y a aussi la peur de la réussite. Parce que la peur de la réussite demande qu'on change, en fait, qu'on soit autre, qu'on évolue. Et cette évolution-là peut demander beaucoup de sacrifices et autres. Et ça, on peut avoir peur de ça. Ce qui fait qu'on est en plein, parfois, dans le syndrome de l'imposteur et on préfère rester stagné, je vais dire. Il y a la peur du jugement également, ce que les gens diront de nous. Et la difficulté à reconnaître nos réussites. Donc, tout va en fait dans le sens de tout ce que j'ai dit par rapport aux enfants. Ça rejaillit toujours sur nous quand on évolue progressivement. On est donc partagé entre plusieurs peurs et il faut apprendre à nager entre ces peurs-là parce que j'ai lu quelque part que le syndrome de l'imposteur, et vous l'avez réitéré tout à l'heure, c'est un sentiment avec lequel on vit pratiquement toute sa vie. C'est la façon dont on travaille vraiment à surmonter ça au quotidien.
Un dernier mot pour conclure ce webinaire. Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas combattre ce sentiment, dans le sens où je vais aller dans le sens où on veut complètement exterminer ce sentiment. Il ne faut pas chercher à combattre ce sentiment. En fait, il faut déjà comprendre en fait pourquoi on ressent ce sentiment au moment où on l'a ressenti. Qu'est-ce qui en fait nous pousse à ressentir ce sentiment-là tout de suite? C'est en définissant en fait ce qui nous pousse à ressentir ça qu'on peut savoir comment y remédier de certaine façon et continuer à évoluer. Si on cherche à complètement, c'est comme la peur, ça ne part jamais, c'est toujours là. Peu importe ce qu'on fait, la peur, le stress, tout ce qui va avec. C'est la manière dont on arrive à prendre du recul pour savoir la cause de cette peur-là, à accepter cette cause-là et à chercher à comment surmonter en fait cette cause-là qui nous aide en fait à évoluer et à ne pas rester dépendant, je vais dire, du syndrome de l'imposteur. Avant de se séparer, je voudrais inviter toutes les personnes qui nous suivent à faire un petit exercice intérieur. Prenez alors quelques secondes, on va le faire ensemble et posez-vous cette question. La question est la suivante. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je me sens encore imposteur? Dans mon travail, dans mes relations, dans mes projets, dans ma capacité à réussir, dans ma capacité à être aimé, à être vu. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que ce doute m'empêche de faire depuis des mois ou des années? Parfois, le problème n'est pas le manque de compétences. Les intervenants ont souligné cela de long en large. Le problème, c'est que nous attendons une validation extérieure pour nous autoriser à exister pleinement. Merci infiniment à nos invités pour leur sincérité, leur profondeur et leur générosité. Merci à Monsieur Diaon qui n'est plus avec nous ici. Merci à Madame Adike que j'ai contactée il y a un peu plus d'un mois et qui a accepté volontiers. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis ce soir. Ceux que je connais et ceux que je ne connais pas vraiment. Avant de terminer, j'aimerais laisser cette pensée. Le syndrome de l'imposteur ne signifie pas toujours que vous êtes incapable. Parfois, il signifie simplement que vous êtes en train de grandir, d'entrer dans un nouvel espace ou d'essayer quelque chose qui compte réellement pour vous. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'équilibre Brand. Je vous invite à suivre nos pages sur Facebook et sur LinkedIn pour nos prochains rendez-vous. Bon week-end à vous. Dieu veut de nous que nous soyons nous avant de lui crier notre Père. Et c'était assuré de nous doter de tout.